Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui parlera de whitewashing et de son impact culturel. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que cette vidéo se base sur une analyse de faits historiques. Le whitewashing est un terme couramment utilisé pour décrire l'une des plus vieilles traditions encore pratiquées aujourd'hui à Hollywood, qui consiste à choisir un acteur ou une actrice blanche plutôt que de choisir un acteur ou une actrice qui correspond aux origines ethniques du personnage. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous montrer une petite vidéo. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Le 13e amendement de la Constitution des États-Unis interdit l'esclavage de tout être humain, autrement dit, il garantit la liberté de tous les Américains, sauf pour les criminels. Mais à cet amendement, il y a une faille. L'esclavage était un système économique. La fin de la guerre de sécession marque la fin de l'esclavage et a ruiné l'économie du Sud. Et ça a donc soulevé des questions concernant 4 millions de personnes qui ont été réduites à l'état de propriété. Et ces personnes faisaient partie intégrante de l'économie du système de production sudiste. Ils sont désormais libres. Que faire d'eux et comment reconstruire l'économie du Sud juste après? La faille du 13e amendement a très vite été exploitée. Ils arrêtaient tous les noirs en masse et ce fut le premier boom carcéral. Une nouvelle forme d'esclavage était née à partir du 13e amendement. La loi dit tous libres, sauf les criminels. Donc toute condamnation prive n'importe quel individu de la liberté. Donc il suffit qu'ils arrêtent tout le monde pour que tout le monde devienne des criminels. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les entreprises ont payé le gouvernement pour arrêter tous les noirs et les faire travailler gratuitement. Parce que si vous êtes un criminel, vous n'avez pas de droits et on peut faire en gros ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Et ensuite pour les noirs qui ont réussi à s'échapper, ces noirs-là ils ont subi la diffamation, la torture, la discrimination et tout ceci est rendu possible grâce à la presse de l'époque. Vu que les gens ils ont lu dans les journaux les caricatures de noirs. Le film La naissance d'une nation était un événement culturel majeur de l'époque. C'était la première super production hollywoodienne et elle a été à la fois saluée par la critique et par le public. Le film a même été montré au président des États-Unis de l'époque qu'il qualifiait de histoire écrite avec la foudre. Dans ce film, les noirs sont joués par les blancs. Enfin, presque tous. Et ils y sont représentés comme des animaux, des cannibales, des bêtes sauvages et comme une menace pour l'humanité et pour la femme blanche, surtout pour la femme blanche. Il y a même une scène célèbre dans le film où un noir poursuit une femme blanche et la femme blanche se suicide au bord d'une falaise pour ne pas se faire agresser par l'homme noir. Et cet homme noir-là est joué par un homme blanc. Donc là, c'est le premier cas de whitewashing. Et à partir de cette image est né un certain mythe du violeur noir. Le whitewashing prend toute son ampleur à ce moment-là. Et dans le film, les justiciers sont représentés par le Ku Klux Klan. Ils arrivent et ils sauvent tout le monde. Ils sauvent le sud des noirs, parce que les noirs, dans le film, ils sont venus pour tuer tout le monde, et bien sûr joués par des blancs. Et le Ku Klux Klan arrive en sauveur. Ils sont montrés comme des héros et ils sont acclamés par tout le monde dans le film. Et du coup, quelques mois après la sortie du film, ce qui devait arriver arriva. Les noirs se sont fait lyncher publiquement dans les rues. Ils ont été pendus, tués, massacrés, et les foules se sont réunies pour pendre des noirs directement à la vue de tout le monde. Et bien sûr, ce film a contribué à réhabiliter le Ku Klux Klan à l'intérieur de l'image américaine. De 1864 à 1965 ont été érigées les lois qu'on appelle les lois de Jim Crow. Et en 1924, ils ont créé la ségrégation, c'est-à-dire faire la différence entre les noirs et les blancs. En fait, c'était des lois qui décidaient de reléguer l'homme noir au statut de seconde classe, c'est-à-dire que t'as l'homme blanc, t'as les animaux, et ensuite t'as l'homme noir, quel qu'il soit, enfants, adultes, hommes, femmes, tous pareils, tous des personnes de seconde classe. Ça a duré pendant à peu près 40 ans, jusque dans les années 60, jusqu'à ce que Martin Luther King fasse voter le Civil Act. De la fin de l'esclavage jusqu'en 1965, l'image de l'homme noir, elle a été piétinée et massacrée dans la presse, dans les journaux et dans les tribunaux, partout. Et pendant toute cette période, les noirs n'ont pas pu aller à l'école, n'ont pas pu s'instruire, n'ont pas pu se cultiver ou se créer une identité propre. Ils étaient très souvent relégués à l'état d'esclave ou à l'état d'être inférieur. Donc ils se sont focalisés uniquement sur le fait de
d'être considérés comme des êtres humains à part entière et de pouvoir être libres et avoir les mêmes droits que tous les Américains. Et en 1927 sort le film Le Chanteur de Jazz. Donc entre 1915 et 1927, jusqu'à aujourd'hui même, enfin en tout cas dans les débuts, le whitewashing a été utilisé pour se moquer de l'image des Noirs et de voler et de piller sa culture, qui s'est créée malgré l'esclavage. Et ça, bien sûr, ça a continué à Hollywood jusqu'à aujourd'hui. Les rôles qui devaient être détenus par des Noirs, des Chinois, des Arabes ou toute autre ethnie qui se trouve sur Terre ont été interprétés par des Blancs. Il y en a même eu qui ont eu des Oscars pour ces rôles-là, c'est pour vous dire. When someone like Scarlett Johansson is cast as the lead in an adaptation of a Japanese comic franchise, it's important to understand that the ensuing anger isn't just about that movie. And it's not just about Tilda Swinton playing a Tibetan character in Marvel's Doctor Strange, or Emma Stone claiming to be part Chinese and Hawaiian in Aloha. My dad was half Chinese and half Hawaiian, and my mother's Swedish. It's how all these casting decisions combined, dating back to the earliest days of Hollywood, have made Asians invisible at best, and at worst, the butt of a cruel joke. That's why fans notice when the characters from the Last Airbender cartoon become much lighter skinned for the live-action movie. And when John Rico goes from being Filipino in the novel Starship Troopers to being played by someone named Casper Van Dien. I want to try it again, but this time, we need you to do an accent. The fact is, things aren't getting better fast enough for Asians in Hollywood. In 1944, Aline McMahon was nominated for an Oscar for her yellow-faced role in Dragon Seed. Later on, Linda Hunt would win an Oscar for playing a Chinese man in The Year of Living Dangerously. Right. Billy Kwan. That was 1982, almost 40 years later. Basically everything else in the country had changed, except white people being cast as Asians. For a solid 2 decades, the Chinese detective character Charlie Chan was played by white men in makeup. But that was the 30s and 40s, right? Well, here's Jim Sturgis and Hugo Weaving reincarnated as Koreans for parts of Cloud Atlas. Who are you? Everyone remembers Mickey Rooney's infamous 1961 performance in Breakfast at Tiffany's as just fully unacceptable and racist, right? Well, 24 years later, Joel Grey delivered this Korean caricature in Remo Williams. I think I can do something with him. And another 2 decades later, here's Rob Schneider in I Now Pronounce You Chuck and Larry. Now the Lings are a symbol of eternity. Schneider is a quarter Filipino, so progress? Or how about Peter Sellers' 1968 role as a clueless Indian man at a dinner party? You really crushed my old Indian hand. A full 20 years later, Fisher Stevens was in brownface for Short Circuit 2. It's not possible. We are the type of people who have everything. And another 24 years after that, Ashton Kutcher is doing this in a Pop Chips commercial. I'm Raj. I'm a Bollywood producer. I'm looking for the most delicious thing on the planet. Arguably worse than white people playing Asian characters is white people playing real-life Asian humans, which is what happened to Cora Lyjak in Argo, and to Jeffrey Ma, who appeared in the movie 21 as this character, even though in real life he was this guy. Ben Campbell was the most gifted student at MIT. It's not surprising that directors want to hire big names to attract producers and funding, but when they want to do stories about Asians and won't cast Asian actors, they should know that the blowback against that has been building for the better part of a century. Sakini by name, interpreter by profession. La vidéo montre comment cette époque influence dès le jeune âge. Vu que les minorités sont très mal représentées dans les médias, les enfants grandissent avec l'image qu'ils sont mauvais et qu'ils vont avoir une vie très très difficile. Et donc ils en viennent à se haïr eux-mêmes. Et pour la plupart, ils se mettent à répéter les chemins qu'ont commis leurs parents. Ils grandissent toute leur vie avec l'idée que la couleur de leur peau sera un problème pour eux toute leur vie. Le whitewashing a permis de piétiner tout un héritage culturel, que ce soit d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud, pour que Hollywood, qui était essentiellement gouverné par des blancs, se l'approprie, puisse passer outre le respect des autres cultures. Et ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui, mais personne s'en rend compte. Aujourd'hui, si vous demandez à un enfant quel super-héros il veut être, il répondra sûrement Superman, Batman, Spider-Man. Et tous sont des héros blancs interprétés par des acteurs blancs. Et le plus triste, c'est que si vous demandez à un enfant, qu'il soit asiatique, noir ou autre, quel super-héros il veut être, il n'y en aura aucun qui ressortira de sa propre culture. Quand Hollywood prend des libertés pour adapter des œuvres qui sont issues des autres cultures, ils ne prennent pas en compte l'impact culturel que ça peut avoir sur les jeunes générations. Les acteurs de leur communauté, quand ils les voient dans les films, ils jouent des criminels, des terroristes, des vendeurs de drogue. Ils jouent pratiquement que des rôles qui sont clichés. Donc, de naissance d'une nation à la Grande Muraille, le whitewashing, c'est ça.
L'homme blanc sauve la terre, l'homme blanc est un héros, l'homme blanc, tout le monde veut lui rassembler, et les autres, ce sont des voleurs, des violeurs, des malfaiteurs, etc., etc. Ça change un peu aujourd'hui, mais ça reste quand même très ancré dans l'inconscient collectif. Et ça, c'est triste. Alec sounds like the name of a high school lacrosse player who just got baked and wrecked his dad's Saab. But incredibly, it's actually even worse. For more than 30 years, a private tax-exempt organization called the American Legislative Exchange Council, ALEC, has brought state lawmakers, conservative think tanks, and corporate interests together to write model legislation to be introduced and passed in state houses across the country. It's basically a conservative bill mill, which has helped develop model legislation from Arizona's notorious SB 1070 immigration bill to bills expanding private prisons, payday loan companies, and for-profit colleges, all of which we've talked about on this very show. In fact, I'm going to list Alec in the credits for our show as associate producer of creating horrifying things for us to talk about. Great work, Alec. See you at the end of season wrap party, you pieces of shit.